Dans ce cours numéro 5, nous allons voir quelques notions de base sur les plaques. La théorie des poutres a été très largement développée et cela va nous aider, vous allez le voir, à comprendre comment travaillent les plaques. Qu'est-ce qu'une plaque? Une plaque, c'est un solide, vous le voyez, qui a une dimension, l'épaisseur, faible par rapport aux deux autres dimensions. Rappelez-vous qu'une poutre, c'était au contraire un système qui avait une dimension très grande par rapport aux deux autres. Sur ce schéma, il est important de relever donc l'épaisseur qui doit rester quasi constante. Il est important également de repérer ce qu'on appelle le feuillet moyen, c'est-à-dire le plan qui est situé à égale distance du feuillet inférieur et du feuillet supérieur. On remarquera également le repère qui sera toujours mis en place de cette façon, c'est-à-dire que X et Y sont dans le feuillet moyen et l'axe Z est perpendiculaire au feuillet moyen. Et puis j'ai dessiné ici ce qu'on appelle une fibre transversale. Une fibre transversale étant, comme vous le voyez, une fibre dirigée suivant Z. Les fibres qui sont parallèles au feuillet moyen sont appelées fibres longitudinales. Vous vous souvenez qu'en poutre, on a été amené à opérer certaines simplifications dans le tenseur des contraintes. Et bien ici c'est la même chose. En théorie des plaques, on va poser l'hypothèse que sigma Z est négligeable. La contrainte normale qui règne dans les fibres transversales, sigma Z, est négligeable. Nous allons voir que deux situations peuvent se présenter. La première situation est la situation dite de membrane. Une plaque travaille en membrane si tous les efforts qui s'exercent sont situés dans le feuillet moyen. Qu'il s'agisse de tension de compression suivant X, suivant Y, ou bien de cisaillement dans le plan XY. Taux XZ et taux YZ, c'est-à-dire le cisaillement qui vient s'exercer suivant Z pour une fibre X et suivant Z pour une fibre Y, eh bien ces composantes de cisaillement sont évidemment nulles. D'autre part, les composantes dans le plan qui sont sigma X, tension ou compression d'une fibre X, sigma Y, tension ou compression d'une fibre Y, taux XY, cisaillement dans le plan, eh bien ces composantes-là sont constantes dans l'épaisseur, comme on le voit sur ce petit schéma. Donc si on résume, en membrane, le tenseur des contraintes prend cette forme particulière et toutes ces composantes ici sont indépendantes de Z, puisque constantes dans l'épaisseur. Voyons maintenant l'autre situation, c'est-à-dire la situation d'une plaque qui est chargée transversalement et non plus dans son plan. Dans ce cas, la matrice des contraintes dépend de Z, c'est-à-dire que les composantes de contraintes ici sont des fonctions de Z. On a évidemment toujours sigma Z égale 0, mais on voit les composantes de cisaillement transverse qui apparaissent. Comme on le voit sur le schéma qui est là, les contraintes normales suivant X ou Y vont varier linéairement dans l'épaisseur. Cela nous ramène à la théorie des poutres. On voit également que la composante de cisaillement dans le plan va varier elle aussi linéairement. Et les composantes de cisaillement transverse, puisque une plaque peut être vue comme une poutre de section rectangulaire, eh bien il a été vu que dans ce cas, la contrainte de cisaillement transverse, comme vous le savez, varie en forme parabolique avec un maximum atteint ici à mi-hauteur. Deux théories s'opposent. Selon la théorie de Kirchhoff, eh bien, on négligera à nouveau les composantes de cisaillement transverse compte tenu du fait que ces composantes sont petites. Cette théorie s'appliquera principalement pour les plaques très minces. Et puis la théorie de Mindlin, pour lesquelles, au contraire, il n'est plus possible de négliger ces composantes. On devra donc les prendre en compte. Point très important est la question du couplage entre les effets de membrane et de flexion. Nous allons ici faire une parenthèse pour aborder cette question. Pour prendre en évidence le couplage qui va exister entre l'effet de membrane, c'est-à-dire un effort s'exerçant suivant X
et l'effet transverse, c'est-à-dire un effort s'exerçant suivant Z, réalisons la petite expérience suivante. Maintenez une feuille de papier sur 2 doigts et demandez à votre voisin d'exercer un effort au centre. La feuille va évidemment fléchir avec une grande souplesse. Maintenant, au lieu de laisser reposer simplement la feuille sur les doigts, vous la pincez à ses extrémités. Vous demandez à nouveau à votre voisin d'exercer un effort F et on remarque que dans ce cas, eh bien, la rigidité en flexion va être beaucoup plus grande. La feuille a tendance à vouloir glisser entre vos doigts, donc vous exercez un effort qui s'oppose à ce glissement. Vous faites donc travailler cette feuille en membrane. Et de fait, vous apercevez que sa rigidité en flexion est modifiée. Quand aucun effort de membrane ne s'exerce, situation numéro 1, vous avez une grande souplesse en flexion. Quand on exerce un effort de membrane, situation numéro 2, la poutre est plus rigide en flexion. C'est donc ici la preuve qu'il y a bien des couplages entre les effets de membrane et de flexion. Comme il est écrit ici, il est considéré généralement que les effets de membrane et de flexion sont découplés. Mais on pourra aussi envisager des modèles avec couplage. Nous allons donc maintenant étudier la carte Péchel que l'on trouve donc dans un modèle Nastran. Et l'on va montrer que sur cette carte, eh bien, peuvent être activées ou non chacune des hypothèses qu'on vient de voir. Une carte Péchel s'écrit sur 2 lignes, comme vous le voyez ici. Vous avez donc tout d'abord le mot-clé Péchel, puis ensuite le PID qui est le numéro de la propriété. Puis, comme vous le savez, le numéro du matériau et le paramètre MID. Eh bien, selon que vous mettez le numéro du matériau ici en position MID 1, ou bien ici MID 2, ou bien ici MID 3, ou bien MID 4, vous allez activer des hypothèses différentes. Si le numéro du matériau MID est indiqué dans cette case, eh bien vous serez en hypothèse de membrane, avec des contraintes sigma x, sigma y et tau xy qui sont constantes dans l'épaisseur. Si vous indiquez le MID dans cette case, vous serez en hypothèse de variation linéaire des contraintes sigma x, sigma y et tau xy suivant l'épaisseur. Si vous mettez le numéro du matériau en MID 3, soit pris en compte le cisaillement transverse. Cisaillement transverse, comme vous le voyez, représenté par ces petites flèches, avec une variation parabolique. Et enfin, si vous mettez le numéro du matériau dans la case MID 4, eh bien là, les couplages entre membrane et chargement transverse seront pris en compte. Donc voilà comment la carte Péchel couvre en fait toutes les possibilités.